Est-ce que le lilas dont l'odeur a porté mon enfance est natif de l'Amérique du Nord, comme je l'ai longtemps cru? Salut, c'est Simon. Et aujourd'hui, mes impressions de lecture de La Route du lilas d'Éric Dupont. Si j'ai pas le roman avec moi, c'est que récemment, pendant mes vacances au Québec, je l'ai pris dans la bibliothèque d'une amie et je l'ai lu pendant mon séjour et j'ai pas eu le temps de tourner ma capsule. J'ai rencontré Éric Dupont pendant une soirée au Salon du Livre à Amos en 2013 et j'ai beaucoup aimé son sens de la répartie et cela, je l'ai retrouvé dans son roman. Après cette rencontre, j'avais lu La fiancée américaine, publié en 2012. J'ai pas mal aimé ce roman. Éric Dupont est né en 1970 à Amqui, en Gaspésie. À l'âge de 16-17 ans, il a étudié 1 an en Autriche. Depuis, il a vécu à Berlin, il a vécu à Toronto et maintenant, il enseigne la traduction à l'Université McGill. Il a publié 5 œuvres au Marchand de Feuilles et c'est sa 4e œuvre, La fiancée américaine, qui l'a davantage fait connaître. La route du lilas, qu'est-ce que c'est? C'est plusieurs histoires juxtaposées, imbriquées, qui s'entremêlent. Ça culmine dans une grande folie gaspésienne. Mais ça commence tout d'abord aux États-Unis avec Shelley et Laura, 2 États-Uniennes, en fait une est portoricaine, qui font à chaque année la route du lilas dans leur petit camper. La route du lilas, c'est quoi? C'est qu'elles partent en voyage, elles s'arrêtent lorsqu'elles voient un lilas en fleurs. Elles étendent une couverture sous le lilas et là, elles font des exercices de création littéraire. Elles restent dans la région pour quelques jours jusqu'à ce que les fleurs du lilas commencent à flétrir. À ce moment-là, elles reprennent la route et elles conduisent vers le nord jusqu'à ce qu'elles trouvent d'autres lilas qui sont en bouton sur le point d'éclore. Elles restent dans le secteur, le lilas éclot. Elles font leurs exercices de création littéraire et quand les fleurs se flétrissent, elles continuent vers le nord. Règle générale, elles vont environ jusqu'à Montréal, ça prend quelques mois, et puis retournent chez elles, en Louisiane. Et on apprend que Shelley et Laura sont 2 féministes qui, à chaque année, amènent avec elles sur la route des lilas une fugitive, quelqu'un qui doit passer la frontière, quelqu'un qui doit être protégé d'un mari violent ou je ne sais quoi. Cette année avec elles, il y a Pia, une Brésilienne en cavale, on ne sait pas trop pourquoi, et qui doit rejoindre le Canada. Au début, Pia est assez sceptique quant aux vertus que le lilas aurait sur les facultés créatrices et sur la mémoire, et elle trouve ses 2 partenaires fanatiques du lilas un peu exagérés. Toutefois, Pia se laisse prendre au jeu, et sous les différents lilas, elle se met à écrire un grand pan de sa vie. Cette histoire nous amène du Minas Gerais, une province brésilienne où Pia a grandi, nous amène jusqu'à Paris où elle a vécu plusieurs années. Donc ça, c'est la première histoire qu'on a d'imbriquer dans l'histoire principale de la route des lilas. Et puis, tout ça s'arrête. Elles se racontent toutes les 3 des histoires. Pia raconte la longue histoire de l'impératrice du Brésil avant qu'on retombe dans le présent du roman et que ça se poursuive. C'est un roman de femmes. Il n'y a que des personnages féminins, du moins parmi les personnages principaux. Les personnages masculins qu'il y a sont très secondaires. On y parle beaucoup de féminisme. On y cite Simone de Beauvoir. Les personnages l'ont lu, sont impressionnés par Simone de Beauvoir, ainsi que par Marx, par le Capital. Donc, c'est un roman qui est porté par les idées féministes et les idées marxistes. Mais en réalité, il y a beaucoup de traces des idéaux de la grève étudiante de 2012 au Québec dans ce roman. On peut soupçonner qu'Éric Dupont a commencé à l'écrire à cette époque, puisque Sa fiancée américaine est parue en 2012. Il y a un épisode ou 2 qui se passe véritablement pendant une manifestation, et là on reconnaît certains personnages publics comme une certaine policière qui sont caricaturés là-dedans. Mais au-delà de cet épisode de la grève, les idéaux de la grève, donc le féminisme, les idéaux égalitaires, sont portés dans le roman, notamment vers la fin, dans cette espèce de paroxysme un peu fou qui clôt le roman. C'est dans ces passages-là que j'ai particulièrement aimé l'ironie mordante de la narration. De manière générale, la narration est plutôt classique. On a un narrateur omniscient qui parfois se montre davantage en nous racontant des choses, parfois s'adresse directement au lecteur, parfois il s'adresse à des lecteurs non canadiens en disant « Ah oui, au Canada, ceci et cela ». La langue est très standard et parfois des mots recherchés et parfois des québécismes très populaires
qui jure un petit peu avec le reste de la narration, ce qui vient nous déstabiliser. Mais les pointes d'ironie mordante qui apparaissent une fois de temps en temps, moi, je les ai adorées. Comme j'ai pas le roman avec moi, je peux pas vous citer d'exemple, mais je me souviens d'un passage où une jeune journaliste culturelle va nous parler des actualités artistiques, évidemment après les sports et après la météo. Une jeune journaliste de 24 ans qui pense que le refus global est un mouvement altermondialiste et qui va vous dire quoi faire, quoi voir, quoi aimer et quoi manger en fin de semaine. Donc, au passage d'un moment où il y a de l'action, où il se passe quelque chose, voilà, on a une critique de comment l'actualité culturelle est abordée dans les nouvelles. Cette ironie passe aussi par un des deux symboles qui revient tout au long du roman. Donc, le premier symbole du roman, c'est le lilas, j'y reviens un peu plus tard. Mais le deuxième symbole, qui devient de plus en plus présent comme le roman avance, c'est la métaphore du comptoir en granit. Je vous jure, j'ai trouvé ça hilarant. Plus ça avance, plus il y a de comptoirs en granit dans le roman. Parfois, juste une petite mention comme ça, et puis une autre, et puis une autre. Le comptoir en granit, c'est le symbole de luxe que tout le monde veut avoir. Tout le monde veut un comptoir en granit. Et puis, il se met à jouer avec ça, et dans la folie dans laquelle culmine le roman, ça prend encore une autre importance. C'est étrange. C'est étrange comment il y a ce changement dans le roman. Certaines personnes pourraient peut-être dire que la fin jure un peu avec une grande partie du roman. Personnellement, je ne l'ai pas senti comme ça. Oui, ça vire en folie. La critique sociale est beaucoup plus condensée dans la fin du roman que dans le reste. Elle se densifie plus le roman avance. Mais c'est délicieux parce qu'il y a quelque chose de drôle et d'incisif et de mordant. Donc, personnellement, ça m'a beaucoup plu. Il y a quelque chose qui me faisait rapprocher ce roman du réalisme magique de quelqu'un comme Garcia Marquez, par exemple. On n'est pas dans une saga. Dans La fiancée américaine, peut-être un peu plus dans une saga, c'est-à-dire un long roman qui va de génération à génération dans une famille. Ici, on n'est pas tout à fait là-dedans, mais personnellement, c'est quand même le sentiment que j'avais. De la même manière, on n'a pas de réalisme magique comme chez Garcia Marquez. Il y a seulement quelques petites pointes qui sont moins réalistes ou plus surprenantes. Mais ça demeure. Moi, ça m'a laissé un petit peu ce sentiment-là. Et pour terminer ma capsule, évidemment, je vous parle de la deuxième image, l'image dominante du roman, évidemment, l'image du lilas. On apprend beaucoup de choses sur les lilas, notamment qu'il ne fleurit que dans les endroits qui ont des hivers assez rigoureux. Mais tout de même, le lilas n'est pas originaire d'Amérique du Nord, comme moi, enfant, je pensais. On apprend beaucoup de choses en botanique, c'est-à-dire sur les croisements, sur les personnes qui ont fait des croisements et des hybrides de lilas, sur pourquoi le parfum du lilas est si difficile à répliquer, sur les symboles liés au lilas et ainsi de suite. Donc, pour quelqu'un qui aime la botanique, qui aime les plantes, qui aime les fleurs, c'est un plus, c'est quelque chose qui est amusant et on s'instruit aussi. Je vous parlais il y a quelques capsules des romans de vacances. Si vous aimez pour les vacances des longs romans qui vous emmènent, qui vous font certes un petit peu réfléchir, mais qui vous divertissent beaucoup en même temps, c'est peut-être un roman de vacances pour vous. Alors voilà, c'était mes impressions enthousiastes de La route du lilas d'Éric Dupont. Connectez-vous sur YouTube pour laisser un commentaire ici-bas ou pour vous abonner à la chaîne et recevoir une notification à chaque nouvelle vidéo. Et bonne lecture!